On se replonge dans l'histoire avec des grands classiques qui nous ramènent à un côté très régressif et à cette cuisine française que le monde entier nous envie. L'art de vivre à la française, c'est le fait de choisir son produit, de le préparer, de faire les choses totalement esthétiques, puis d'en parler. Si on veut faire de la cuisine moderne ou quelque chose comme ça, il faut savoir d'où on vient et se connaître les bases de la cuisine. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro consacré cette semaine à un sujet éminemment français, la gastronomie. C'est notamment ici, au château de Valençay, dans le Berry, que la cuisine s'est imposée comme un outil diplomatique redoutable. Mais avant d'en apprendre davantage, intéressons-nous à l'histoire de ce gaster nomos, ou l'art de régler l'estomac, dont les deux ingrédients principaux ont toujours été le pouvoir et les influences étrangères. C'est au milieu du XIVe siècle que Guillaume Tirel, dit Taïwan, remet au goût du jour un manuscrit anonyme et presque centenaire, le Viandier. Dans ce qui restera comme le premier livre de recettes, le cuisinier des rois Charles V et Charles VI raconte par le menu son emploi d'épices et d'ingrédients exotiques rapportés à la cour par les navigateurs. 1533, et l'histoire culinaire passe à table, avec le repas de noces d'Henri II et Catherine de Médicis. Dans son trousseau, la mariée italienne apporte avec elle la fourchette à 2 dents, les assiettes individuelles en faïence et un appétit prononcé pour les festins d'exception. Au XVIIe siècle, la cuisine s'impose comme un instrument du rayonnement royal et se fait toujours plus fastueuse sous la houlette du Suisse François Vatel. Au service du prince de Condé, ce maître d'hôtel et pâtissier-traiteur joue son honneur et sa réputation, au point de se suicider au matin d'un gigantesque banquet en l'honneur de Louis XIV, alors que la livraison de poissons frais se fait attendre. Au lendemain de la Révolution, le trône laisse place à l'Empire, mais la gastronomie reste au menu. Avec ses pièces montées spectaculaires, Antonin Carême est salué comme le roi des chefs et le chef des rois, devenant le premier à porter cette appellation. Avec l'évolution de l'impression, c'est aussi la littérature culinaire qui prend son essor. Parmi les grands succès du 19e, la physiologie du goût de Brillat-Savarin, dont un fromage et une pâtisserie portent aujourd'hui le nom. Alexandre Dumas, lui, compile les plus de 3000 recettes de son grand dictionnaire de cuisine. Parallèlement, le restaurant se démocratise et ouvre la voie aux critiques gastronomiques. Pionnier du genre, le journaliste Grimaud de la Reynière publie en 1803 le premier ouvrage de dégustation, l'Almanach des gourmands, presque un siècle avant la première parution du guide Michelin. Au début des années 1800, le château de Valençay devient un haut lieu de la diplomatie gastronomique, sous la houlette du chef Antonin Carême et du propriétaire des lieux, Charles-Maurice de Talleyrand. Pour nous en dire plus, je rejoins la directrice du château, Sylvie Giroux. Sylvie Giroux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous un peu la scène d'un banquet typique de l'époque ici. Eh bien ici, on arrivait déjà et on était déjà émus tout simplement par le dressage de la table qui, par toute sa verrerie et ses décorations, en mettait plein la vue. Et puis ensuite, évidemment, venait le repas en lui-même et les mets tout à fait formidablement dressés. On pouvait imaginer d'ailleurs d'avoir à l'arrière un ensemble de pièces montées, la grande spécialité d'Antonin Carême. Antonin Carême qui a œuvré 12 années au service de Talleyrand. Et effectivement, donc on avait déjà, dès le départ, une envie d'être ensemble, une envie de partager aussi un repas d'exception. Et le service à la française, c'est aussi d'avoir un domestique derrière soi pendant qu'on mange pour pouvoir vous servir. C'était ainsi qu'ils étaient habillés ? Tout à fait, ça faisait partie du service des Talleyrand Périgord, donc jaune et rouge. Ils étaient donc placés à l'arrière et le soir, ça leur permettait en effet de pouvoir redonner les informations importantes au maître de maison. C'est ça, parce que les domestiques avaient l'oreille qui traîne. Pour Talleyrand. Oui, disons que la gastronomie, c'était une manière de gouvernement en réalité. Les grands dîners faisaient l'objet de toutes les attentions. C'est là d'ailleurs,
encore aujourd'hui, autour d'un dîner, on traite des contrats, on traite des conventions, etc. Et donc, à cette époque, eh bien, des choses importantes se disaient, et c'était une manière diplomatique, effectivement, d'entendre, évidemment, les conversations des uns et des autres. Alors, on a parlé un peu de carême et de ces pièces montées. Racontez-nous un peu les plats phares de l'époque. Eh bien, les plats phares de l'époque, je dirais, c'était des entremets, des choses qui étaient assez nourrissantes aussi, puisque à cette époque-là, Carême, lui, a inventé, je dirais, l'art de la gastronomie. On sublime en fait le goût naturel et en même temps on le théâtralise. Alors Sylvie Giroud, nous voici maintenant dans les cuisines du château. Racontez-nous un peu ce qui se passait en coulisses pendant un repas comme celui qu'on imaginait là-haut. Eh bien, en coulisses, on a évidemment toute une brigade qui se met en place. On a aussi l'office des cuisines où on dresse les plats et avant toute la préparation qui se passe effectivement dans les arrière-cuisines. On a ici un certain nombre, d'ustensiles, notamment des choses bien sûr d'époque. Et on pourrait parler symboliquement, je dirais, de cette petite faisselle, voyez-vous, qui est en fait une faisselle pour faire les fameux chèvres de Valençay, très affinées, et que l'on a conservées. Vous en avez des plus grandes, des plus petites. Et bien entendu, les accords mets-vins étaient déjà à l'époque une des clés de voûte peut-être de la gastronomie, surtout quand il s'agissait de délier les langues et faire parler les invités pour donner un ou deux secrets d'État. Je crois qu'on peut visiter les caves. Oui, elles sont tout au bout de la galerie. Quels étaient les alcools de prédilection à l'époque? Alors à l'époque, évidemment, on buvait des grands crus, donc Bordeaux, Bourgogne, certainement le préféré à cette époque, notamment par Napoléon, mais évidemment le champagne et tout ce qui est pour Talleyrand le plus important, c'est les vins cuits. Parce que les vins cuits, c'est aussi la fin du repas, le moment où on peut discuter, débattre. Oui, c'est un moment de partage, c'est un moment que lui considérait très, très important, évidemment, puisque c'était un homme de parole. Et je dirais qu'effectivement, toujours aujourd'hui, l'art de vivre à la française, ce n'est pas uniquement l'art de goûter, c'est la globalité. Et donc, le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est ça, c'est le fait de choisir son produit, c'était vrai à l'époque, de le préparer le mieux possible, de faire les choses totalement esthétiques, puis d'en parler. Sylvie Giroud, merci beaucoup. Merci à vous. Si Carême joue un rôle majeur dans l'exportation du savoir-faire français, c'est surtout à Auguste Escoffier que l'on attribue la propagation de cette hégémonie culinaire. Au tournant du XXe siècle, ce chef ultra créatif et restaurateur de renom codifie, modernise et professionnalise la cuisine française avant d'en faire une référence internationale, une influence qui continue à se faire sentir jusqu'à aujourd'hui dans les écoles de cuisine les plus prestigieuses. C'est l'un des endroits où l'on vient appréhender le savoir-faire des cuisiniers français. Je vous remontre donc ici. Ces élèves de première année sont concentrés sur la technique du jour. Avec le couteau donc, vous n'hésitez pas à appuyer de manière à faire votre rosace. Benoît Nicolas, meilleur ouvrier de France 2015, leur enseigne la science de la pâte feuilletée. Le départ de tout cuisinier à Ferrandi passe par ces fondamentaux. On cherche absolument à les sensibiliser sur cette culture et ce patrimoine. On transmet ce savoir-faire avec des techniques plus modernes, avec des outils plus modernes, avec des contraintes qui sont très différentes dans les réalités de travail. Au menu des travaux pratiques du jour, pâté en croûte, tarte aux fruits ou encore pitivier, une recette créée au XVIIe siècle. C'est des plats qui sont assez vieux et qui sont reconnus pour être des plats qui ont été travaillés. Et nous inscrire dans cette lignée de grands chefs qui ont travaillé tous ces plats, ça nous fait extrêmement plaisir. Autre particularité de la cuisine à la française, une discipline stricte pour obtenir une efficacité maximale. Chacun a des postes différents à travers la brigade et l'assemblage de tous ces postes fait le bon fonctionnement de notre TP. Donc par exemple, il y a des responsables pour les fourneaux, pour les plans de travail.
Cette organisation en brigade, quasi militaire, a été théorisée et mise en place à la fin du XIXe siècle par Auguste Escoffier. Le grand chef a révolutionné la gastronomie française en la mettant au cœur de l'hôtellerie de luxe, notamment ici au Ritz de Paris, dont il dirige les cuisines dès l'ouverture en 1898. Plus de 80 ans plus tard, Yves Cantebord y fit ses débuts comme apprenti. Considéré aujourd'hui comme l'un des piliers de la bistronomie française, le chef se souvient avoir découvert ce qu'il appelle l'intelligence de la main, héritée du grand Escoffier. Où il y avait une quinzaine de cuisiniers avec un couteau et un artichaut et qui tournaient dans un silence de cathédrale avec une maîtrise et une précision d'une horloge suisse. Toute l'excellence qu'on peut maîtriser, qu'on peut comprendre dans la haute gastronomie, redescend, je dirais, dans les veines de notre quotidien pour sublimer la cuisine traditionnelle. Et quand on se replonge dans l'histoire avec des grands classiques comme un lièvre à la royale, comme une béarnaise, comme une sauce lit de vin, qui sont puissantes, qui sont putassières, mais qui sont bonnes. Et qui nous font vraiment penser, quoi. Voilà, qui nous ramènent à un côté très régressif et à cette cuisine française que le monde entier nous envie. Ces recettes ancestrales, ce savoir-faire traditionnel, donnent aux chefs, confirmés ou apprentis, le sentiment d'être les maillons d'une même chaîne et les porteurs d'un héritage. Le 23 septembre 2010, l'UNESCO classait le repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'humanité. La première idée qui vient à l'esprit en évoquant ce repas est certainement celle de tables prestigieuses et de l'excellence française en matière de gastronomie. Pourtant, les arts de la table ne peuvent pas en être dissociés et participent de ce rituel unique au monde. La France est l'un des rares pays où les arts de la table imprègnent autant la culture. Ses habitants prennent traditionnellement place 3 fois par jour autour d'une table. Héritiers de siècles d'histoire et de savoir-faire, les arts de la table français sont en constante évolution depuis le Moyen Âge. Le Moyen Âge est très surprenant quant à son art de la table, parce que l'assiette n'existe pas. Donc on a des tailloirs et des tranchoirs, c'est-à-dire que au mieux c'est une planche de bois que chaque convive a devant lui, sur lequel repose une tranche de pain assez épaisse et sur lequel il dépose les aliments. À la table d'un roi, d'un prince, ça ne sera pas une planche de bois, ça sera de l'or, de l'argent. C'est la monarchie qui a fait évoluer tout ça, parce que bien entendu, la monarchie a le pouvoir, la richesse, et doit montrer un exemple, donc que l'on est capable d'avoir des usages et de dresser les tables les plus belles et les plus riches, bien entendu. Louis XIV a poussé à l'extrême le raffinement de l'art de la table. On a eu la chance en France d'avoir des hommes puissants, alors rois ou pas, puisqu'il y avait les rois, mais il y avait aussi les ministres, enfin ceux qui faisaient office de ministres à l'époque, qui se sont passionnés pour ces produits. Et c'est comme ça que la France est devenue très riche dans le sujet. Ils se sont battus pour qu'on ait en France des productions de manufacture royale. C'est comme ça qu'on a été à l'excellence. Et cette excellence s'est entretenue au fur et à mesure du temps, tout simplement parce que c'est les cours étrangères qui les ont fait vivre. Une fois que les cours françaises sont devenues moins importantes, les cours étrangères ont pris. Alors ça a été les colonies d'abord, et puis maintenant c'est tous les pays du monde. Le modèle monarchique va bientôt perdre de son influence. En 1789, la Révolution française renverse le régime. La société connaît de grands bouleversements. La Révolution révolutionne elle aussi l'art de la table, c'est-à-dire que la plupart des aristocrates émigrent, mais ils n'emmènent pas avec eux toute leur domesticité et notamment leurs cuisiniers. Ils ont un savoir extraordinaire, donc ils vont l'utiliser et ils vont ouvrir des restaurants. Les restaurants ne peuvent plus servir ce qu'ils servaient à la table des grands seigneurs, par exemple, où on apportait 10, 15 plats à la fois, puisqu'il y avait une domesticité énorme. Le service appelé à la russe remplace le service traditionnel, et ce sont les restaurants qui portent la culture du recevoir. Au XIXe siècle, naît un autre type d'établissement.
Après les restaurants qui sont nés de la Révolution, apparaissent au 19e les palaces avec là aussi des tables extraordinaires qui vont être recréées puisqu'ils s'adressent à des gens immensément riches. Donc là, ça rebouleverse à nouveau les arts de la table, à la fois dans leur présentation, puisque là, on ne parle plus de domesticité, bien entendu, mais on a beaucoup de personnel pour servir à table. Ces palaces vont demander à leur tour à tous les orfèvres, à tous les porcelainiers, de créer des services réservés à leur maison et vont à leur tour magnifier les arts de la table grâce à ça, à la fois dans les plats qui sont d'un raffinement extraordinaire et dans leur présentation. La création du palace coïncide avec l'apogée de la bourgeoisie. Avec elle, la tradition est bousculée, l'habitat et les modes de vie évoluent, tandis que la révolution industrielle est passée par là. Au XIXe siècle, la salle à manger prend une très grande importance. Elle existait déjà dès le XVIIe siècle. On trouve des plans de châteaux où déjà la salle à manger est installée. Au XVIIIe siècle, elle commence à être beaucoup plus utilisée parce que c'est le siècle de l'intimité. Les gens veulent être entre soi et ne pas avoir toute cette domesticité autour. Et le XIXe siècle va continuer, mais en utilisant cette salle à manger à chaque fois que l'on reçoit. La table est fixe, c'est un meuble meublant qui existe et qui est là. Et il y a tout un savoir-faire autour de ça, notamment pour tout le linge qui va se mettre aux dimensions des tables. Et il y a aussi toute une plâterie, tout un arsenal d'accessoires qui va apparaître avec des matières qui sont de qualité, mais qui sont produites en grande série et donc à moindre coût. À partir du moment où la révolution industrielle fait que certaines entreprises ont pu fabriquer en plus grande quantité, bien évidemment, les choses ont changé. Surtout que dans le même temps, on a eu la révolution du transport. On a non seulement pu fabriquer des produits dans des entreprises, dans des usines, ce qui n'existait pas du tout auparavant, et on a pu les transporter. Les changements de technique majeurs à l'époque ont joué pour le métal. On a découvert à ce moment-là les possibilités par galvanoplastie de faire le métal argenté. La grande évolution du 19e, ça a été là. Après, les autres évolutions ont été plus tard, dans le 20e, avec des évolutions, notamment en ce qui concerne la cuisson pour tout ce qui est céramique. À partir du moment où on a pu passer du bois au charbon, puis du charbon à l'électricité ou au gaz, on a complètement changé les donnes. Au XXe siècle, les innovations dans les techniques de fabrication et l'apparition de nouveaux matériaux ouvrent la voie à de nouvelles formes, de nouveaux usages, toujours à moindre coût. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grands changements. Le premier grand changement, c'est l'arrivée de l'inox. L'inox, en fait, auparavant, on ne connaissait pas. On connaissait la tôle, on connaissait donc la ferraille. Ça a changé la donne pour tout ce qui est couvert, pour la plâterie, et ça a aussi changé la donne pour les instruments de cuisson. Le deuxième grand changement, c'est en ce qui concerne la verrerie, où auparavant, tous les verres étaient soufflés. À partir du moment où on a su fabriquer en mécanique de la verrerie, ça a permis de faire, entre guillemets, du cristal pour l'ensemble de la population. Encore plus récemment, vous avez eu l'évolution en ce qui concerne la céramique. Les potiers, en fait, travaillaient soit en façonnant avec leurs doigts les pièces, soit surtout en les tournant. Ça veut dire que les pièces étaient toujours rondes. On ne savait faire que des assiettes rondes. On ne savait pas faire autre chose. À partir du moment où on a trouvé le procédé pour faire de la porcelaine autrement qu'en la tournant, on a pu divulguer des changements de forme, et c'est ce qui a fait une des grandes évolutions de la fin du XXe. Le mode de vie des Français change, leurs repas aussi. La vie quotidienne est facilitée par l'apparition du réfrigérateur, des conserves et du lave-vaisselle. Les arts de la table connaissent une révolution, c'est la libération de la femme. Au XXe siècle, en fait, les usages de la table ont énormément évolué, c'est-à-dire qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Et dans nos modes de vie, du coup, ça influence évidemment les repas. Alors le fait déjà que les femmes travaillent, donc on n'est plus à la maison devant les fourneaux. Donc le quotidien, en fait, c'est simplifié. Il faut aller vite, donc il nous faut des choses simples. Et du coup, dans les arts de la table, on trouve de la vaisselle assez basique, qui passe au lave-vaisselle quotidienne, d'usage facile et en général de style assez simple pour tous les jours.
Pour s'adapter à ce nouveau mode de vie, les arts de la table se sont simplifiés tant dans la forme que dans les matériaux employés. L'art de recevoir s'affranchit des codes pour privilégier la notion de plaisir. La décoration et les tendances offrent un nouvel espace de liberté aux usagers comme aux fabricants. Les arts de la table étaient quelque chose d'excessivement statique, d'excessivement normé, lié au mariage, lié à la construction de nouvelles cellules familiales dans l'idée de la construire pour la vie. Et ça a été très très fortement renforcé par l'invention de la liste de mariage. On faisait une liste qui était plus ou moins inspirée, selon leur milieu social, de ce qu'avaient fait leurs parents avant. Mais il n'y avait pas de plaisir là-dedans. C'était une obligation. Deuxième évolution, 68. Le mariage a changé. Bien souvent, les jeunes ont quitté le domicile de leurs parents bien avant le mariage. Donc ils ont déjà dû se débrouiller, au moins pour pouvoir se nourrir, donc pour prendre des embryons d'équipement. Et petit à petit, toute cette norme, toutes ces prescriptions ont disparu. Ou tout du moins, ce n'était plus des obligations. On pouvait faire autrement. On est beaucoup moins dans des codes aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un regard et une liberté que chacun a envie d'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très informés sur la décoration. Il y a des blogs, il y a des magazines. Donc maintenant, il y a une quête en fait de se réaliser à travers sa maison, à travers sa décoration et en dressant sa table. On constate dans nos sociétés qu'on reçoit un peu moins, en tous les cas de façon moins conventionnelle. On voit que l'on reçoit beaucoup plus, par exemple, sur des modes d'apéritifs, apéritifs dînatoires. On reçoit aussi pour les brunchs, on reçoit aussi pour les pique-niques. Donc on a plein de modes de façon de recevoir qui impliquent des vaisselles et des contenants différents. Dans les arts de la table, la même personne zappe beaucoup, la même personne est susceptible d'avoir des objets qui a priori sont antinomiques. Alors qu'à l'époque, on n'envisageait même pas qu'il y ait une cuillère à café qui ne soit pas les mêmes que les autres. En ce moment, il y a une tendance assez récurrente qui est, en fait, on ne dresse plus le total look de la table, on fait des tables dépareillées. Alors une assiette carrée, dessus on met une assiette ronde, on mélange les couleurs, les motifs. Donc il y a comme ça tout un jeu un peu ludique, avec beaucoup de fantaisie et de liberté, et avec un vrai plaisir de s'amuser. Et aujourd'hui, on a besoin d'être créatif. Dans cette période difficile, il faut se singulariser. Donc on voit beaucoup de maisons classiques qui font appel à des designers contemporains et avec qui ils créent des nouvelles collections. Alors il y a notamment des collections de couteaux dessinées par des designers donc beaucoup plus modernes, avec des techniques de savoir-faire anciennes. Le consommateur a envie aussi de consommer ces produits qui sont bien faits dans une tradition, mais avec un regard contemporain d'aujourd'hui. Cuisiner ou recevoir ou dresser des tables, c'est devenu un loisir, c'est plus une obligation. Donc pour notre profession, c'est pour peu qu'on sache y répondre et pour peu qu'on s'adapte pour y répondre, je pense à une très belle lueur d'espoir pour l'avenir.